Bonjour à tous. Je vous vois, mais c'est rigolo, je vous vois dodo. Donc, je m'appelle Julien Djel, je suis cardiologue interventionnel à l'Institut Arnaud de Sanck à Saint-Laurent-du-Var. Je vais vous présenter cette présentation. Alors, du coup, j'ai lu un petit peu les recommandations de ce format de congrès qui est faux. Et alors, donc, ici, c'est faux, parce qu'on va permettre d'ouvrir le livre 3 fois. Voilà. On va parler des INOCA et des MINOCA, mais avant ça, je vais vous mettre le livre fermé et je vais vous parler simplement d'un cas clinique d'un patient une patiente qui a 59 ans, encore d'effort, coroscanner normal, et il y a juste un pont myocardique au coroscanner. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites de cette exploration-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter? Pont myocardique, qui sait ce que c'est? Une minorité de la salle. Donc, pont myocardique. C'est un trajet intramyocardique. Vas-y, ouais. C'est un trajet intramyocardique dans l'artère du cœur. Donc, parfois, ça peut être normal, parfois, c'est pas anodin. Mais le scanner, en tout cas, détecte aucun problème au niveau en termes de lésion coronaire. Donc, est-ce que cette patiente-là, on s'arrête là, ou est-ce que on va plus loin dans un texte de coronarographie? Est-ce qu'on complète les choses? Donc, c'est typiquement les sujets, donc du coup, d'INOCA ou de MINOCA, c'est-à-dire des patients qui ont mal à la poitrine, mais a priori, un arbre coronaire normal. Donc, finalement, pour répondre à ta question, est-ce qu'un pont myocardique, c'est grave ou pas? Toujours grave, jamais grave? Est-ce que le coroscanner peut nous suffire pour s'arrêter là? Pont myocardique chez l'adulte est rarement grave. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelles questions il faudrait qu'on se pose pour répondre à la question? Est-ce que certains feraient d'autres explorations pour répondre à une question? Oui. Micro, s'il vous plaît, pour le Dr Rossanali. Catherine. Ouais. Ça marche, ouais. Deux questions, hein, la qualité du coroscanner d'une part, et puis c'est un longueur d'effort, donc peut-être qu'il faudra faire un test d'ischémie d'effort pour voir ce qui se passe réellement à l'effort, parce que comme c'est une symptomatologie d'effort, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc déjà, remettre en question... Le scanner de très bonne qualité, et donc vous recommandez l'épreuve d'effort. Si elle est négative, qu'est-ce qu'on fait? On aurait mis des bêta-bloquants vu qu'il y a un pont myocardique. Et puis voir ces symptômes, ce qu'ils se donnent sous traitement. Et si elle est positive, qu'est-ce qu'on fait? Le test d'ischémie, s'il est positif? Oui. On irait à la coro. Ouais. Et si la coro confirme le coroscanner? À ce moment-là, c'est la microcirculation. On aurait mis des traitements de la anti-angineux. Lesquels vous mettriez? C'est livre fermé, hein, c'est la thématique. Ah, là-bas, Catherine. Si la coronarographie est anormale, confirme le pont myocardique, est-ce qu'on peut mettre un stent dans un pont myocardique? Un stent coronaire? On peut, il y a des équipes qui ont fait ça. Autant il y en a qui ont eu de bonnes expériences, autant il y a eu des cas dramatiques. Hein. Ça veut dire, moi j'ai déjà vu une fissuration du ventricule gauche, et il y a eu des cas rapportés avec les tensions qui existent au pont myocardique qui se contractent à chaque fois, des fractures de stent. Et vu que la sténose se fait en systole, le pontage ne marche pas très bien. Et le seul traitement d'un pont myocardique qui serait efficace s'il est très significatif, hein, le traitement il n'est pas simple, ce serait d'ouvrir le muscle au niveau du ventricule gauche pour libérer l'artère du pont myocardique, qui est vraiment un travail qui est assez minutieux et pas aisé d'après l'expérience des chirurgiens. Moi, je ne suis pas chirurgien, mais c'est un peu ce que les chirurgiens me rapportent. Ce n'est pas anodin.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des pontages de ponts myocardiques? Enfin, à cause de ponts myocardiques? Non, non, parce qu'ils involuent. Ils involuent parce qu'il n'y a pas de débit suffisant à cause du problème systolique-diastolique. Merci. Alors, je poursuis le cas. Donc, ce patient-là, on lui a fait un protocole INOCA, c'est-à-dire ce qui est le sujet du jour. Donc, c'est un patient qui a une coronarographie qui est normale, un pont myocardique qui est au niveau de l'IVA. Et vous voyez au milieu, j'ai fait la première partie du test INOCA, c'est-à-dire savoir s'il était vasospastique. Donc, j'ai fait de l'acétylcholine dans l'image du milieu. Et vous voyez l'artère qui est rétrécie de tout le long de l'IVA. Je ne sais pas si vous voyez comme un fin filet. Et là, vous avez, après vasodilatation avec des dérivés nitrés, vous voyez l'artère qui est beaucoup plus grosse au niveau de l'IVA. Vous avez vu? Et vous voyez le petit trajet myocardique qui est au milieu de l'IVA. Donc, l'idée de ce FOFO, c'est de se dire, est-ce que ce INOCA va nous changer la prise en charge? Alors, on fait la deuxième partie. Et la deuxième partie du test, c'est de vérifier la microcirculation. Pour faire simple, une valeur d'IMR au-dessus de 40, c'est extrêmement élevé. Au-dessus de 25, c'est déjà anormal. Et on a ce pont myocardique, vous voyez la contraction au milieu de l'artère. Et vous avez aussi la FFR qui est à 0,83, qui est une mesure de test d'ischémie. Donc, cette évaluation-là, chez ce patient-là, elle m'a permis de trouver plusieurs choses. Et ça, j'y reviendrai. Mais c'est comme ça qu'on fait une évaluation des INOCA, avec un test de vasoréactivité coronaire et une évaluation de la microcirculation. Donc, on se base sur quoi? Sur les INOCA, sur le principe que, et c'est là où le livre est un peu ouvert, c'est que le principe de l'ischémie myocardique, c'est un déséquilibre entre les apports sanguins en oxygène et les besoins du myocarde. Alors, je ne vais pas vous parler des situations qui sont autres, comme le patient qui ne s'oxygène plus ou le corps qui est tellement en défaillance multiviscérale qu'il crée de l'ischémie. Ça, ce sont des situations qui sont complètement autres du domaine de la cardiologie. Je vais vous parler plutôt des coronaropathies. Les coronaropathies, on connaît très bien tout ce qui est la réduction de l'angor stable, c'est des plaques stables qui rentrent de l'ischémie. On connaît assez bien aussi la rupture de plaques, la thrombose de syndrome coronarien aigu, bien qu'on a encore beaucoup d'avancées sur le traitement de ces vaisseaux-là. On connaît, mais on ne le fait pas aussi souvent qu'avant, le spasme coronaire, ça veut dire la contraction des artères du cœur quand on met un agent vasoconstricteur ou quand on tombe dessus par hasard, mais c'est très rare ça. Et une coronarographie qui ne retrouve rien du tout, une anomalie de la microcirculation. Donc ça, ce sont toutes les coronaropathies qu'on peut rencontrer qui peuvent engendrer une ischémie myocardique. Et la chose importante, c'est que tous ces mécanismes peuvent se mettre les uns à côté des autres. Il peut y avoir toutes les combinaisons possibles. Et donc, c'est ça qui rend l'évaluation un peu complexe. Et c'est pour ça que quand on voit un patient qui n'a pas d'atteinte au niveau des artères coronaires, mais qui a mal à la poitrine, qui en souffre dans sa vie, qui est gêné par rapport à ça, on doit faire tout le protocole INOCA. Comment on fait les protocoles INOCA? Donc, on va tester l'ischémie myocardique. Si on a un syndrome coronarien stable, c'est une lésion obstructive. Donc, on fait ce qu'on sait faire, ce que vous avez vu dans les autres topos. Et sinon, et s'il n'y a pas de lésion obstructive, ça s'appelle un INOCA. Et on a la même chose dans le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire si on a une douleur à la poitrine en aigu, une élévation des troponines et pas d'atteinte coronaire, c'est pas un STEMI, c'est pas un non-STEMI, là, on va parler de MINOCA. Le M signifie simplement qu'il y a une souffrance cardiaque aiguë et une élévation des troponines. C'est un challenge pour demain. Pourquoi? Parce que tout le monde a entendu parler, je pense, de l'étude Ischemia. L'étude Ischemia était une énorme étude américaine qui a testé l'impact de l'ischémie. Et donc, de cette étude-là, on a fait des sous-études et cette sous-étude montre que l'INOCA est assez présent. Et il est présent dans une grande population, c'est la moitié des coronarographies diagnostiques où il y a des douleurs à la poitrine, on trouve des INOCA. On a trouvé là, dans ce protocole-là, malgré une scintille et tous les tests faits, plus de 10% d'INOCA. Et dans ces INOCA-là, ce qu'on retrouve, c'est que ce sont souvent des femmes,
4 fois plus des femmes que les hommes. Les hommes sont aussi touchés. Elles sont plutôt jeunes et elles ont une ischémie un peu moins sévère à la scintigraphie. Là encore, c'est une petite étude qui avait montré que tout venant, quand on fait une coronarographie pour la raison de l'angor, eh bien, on a dans la moitié des cas une sténose coronaire qui est traitée soit par angioplastie, soit par traitement médical, soit par pontage. Dans l'autre moitié des cas, on a un INOCA. Et dans l'INOCA, ce qu'on voit, c'est que la réponse au traitement de l'INOCA, elle est pas très bonne. C'est-à-dire qu'elle est équivalente d'une sténose coronaire sous traitement médical. Donc, on voit que c'est un vrai challenge de demain et que aussi, on a du mal à soigner ces patients. D'accord ? Donc, grosso modo, c'est un INOCA, c'est comme une coronaropathie pour lequel on peut faire que le traitement médical et c'est à peu près la même qualité de vie et c'est aussi pénible. Donc, dans le défi de demain, c'est pour cette évaluation-là de 2 choses, l'acétylcholine, comme je l'ai montré dans le test, et la microcirculation. Il y a une conférence de consensus qui a été créée, il y a un consensus qui est européen qui a été fait, donc il y a aussi des consensus au niveau du Japon et aux États-Unis. Tout le monde est assez d'accord sur la stratégie à faire. Il y a une stratégie auprès du médecin traitant, auprès du correspondant, qui peut être cardiologue ou médecin généraliste, et qui va évaluer le patient, qui va bien confirmer la typologie de l'angor, voir l'examen clinique. On va faire les tests non invasifs et on va arriver. Et en général, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai rarement vu un patient qui se plaint de douleur à la poitrine ne pas arriver en salle de coronarographie un jour ou l'autre. Donc, il va avoir dans ce screening une évaluation non invasive et puis après va être indiquée une évaluation invasive. Alors, je vous recommande ce site internet très bien fait. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est vraiment superbe. On a fait tout un arbre diagnostic par rapport à ça et on a du coup plusieurs étapes dans la coronarographie. Donc, la coronarographie va vous dire s'il y a une atteinte coronaire, et là on passe sur le secteur des coronaropathies. S'il n'y a pas d'atteinte coronaire, on va faire une évaluation avec un test de vasoréactivité coronaire, voir si l'artère se contracte, et puis après on va faire tout ce détail de chiffres dont je ne vais pas rentrer dans le détail. La seule chose importante, c'est de regarder les cases en bas, qui sont vertes, bleues, oranges et jaunes, et qui vont montrer qu'en fait, en fonction des résultats de tous ces paramètres, on va avoir 4 endotypes différents. Celui qui a rien du tout, et donc on va s'orienter vers une autre étiologie. Celui qui est spastique pur, celui qui a un angor microcirculatoire pur, et celui qui va avoir une combinaison des deux. Angor, microcirculatoire et sténose et spasme épicardique. Et ça, on l'a repris dans le fameux site de l'ENC. Les règles génodététiques en découlent en fonction des pathologies, en fonction de l'endotype. Et donc, on va pouvoir facilement, à partir de là, s'orienter sur la stratégie au long terme et pouvoir modifier les thérapeutiques. Ce qu'on sait, c'est que avoir du spasme seul ou avoir une microcirculation altérée seule est gênante pour la vie courante, mais elle n'est pas grave ou létale ou va générer des accidents cardiovasculaires majeurs. En revanche, la combinaison des deux est particulièrement à haut risque dans cette étude. Il y a une étude randomisée qui a été faite et ça a été une des études les plus importantes dans ce domaine-là qui s'appelle CORMICA. On a pris simplement les patients qui avaient mal à la poitrine, pas d'atteinte coronaire, et on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une coronarographie, puis on rassure le patient en disant, écoutez, c'est pas quelque chose, il n'y a pas besoin de stent ou de pontage. Et de l'autre côté, on a fait l'intervention, et puis après on a été plus loin, on a fait ces tests. Eh bien, le fait de faire ces tests a un impact thérapeutique qui est important. Ça veut dire qu'on augmente la qualité de vie, on augmente beaucoup l'amélioration, la diminution des symptômes, et la diminution des symptômes, elle a été estimée à 22% à 6 mois et à 27% à 12 mois par rapport au groupe contrôle qui est une coronarographie. Donc l'adaptation thérapeutique, elle a un impact parce qu'on a trouvé la bonne cible. Donc je retourne sur ce cas, je vous rappelle, on fait la coronarographie, on voit un test qui est positif avec un spasme coronaire qui est important.
le spasme coronaire peut être aussi augmenté par les bêta-bloquants. On a ce pont myocardique qu'on voit très bien. On voit l'atteinte fonctionnelle qui n'est pas importante parce que c'est au-dessus de 0,8 et on voit une atteinte de la microcirculation qui est très, très élevée. Donc, au total, c'est un angor mixte. C'est cet endotype-là qui est acétylcholine positif et lumière positif. Et en conclusion de cette évaluation, mon traitement de sortie, il a été celui-ci. Un TDM 60x3 et un trini-patch. Pourquoi ? Parce que j'ai authentifié un spasme de l'IVA. Je dois ralentir la cadence ventriculaire et la contraction parce qu'il y a ce pont myocardique, même s'il n'est pas significatif. Et j'ai aussi des troubles de la microcirculation. Donc là, j'y ai associé, mais je ne vous l'ai pas mis, des statines. Mais vous voyez comment ça change complètement l'ordonnance et l'impact thérapeutique. Alors le patient, bien sûr, il allait beaucoup mieux après. Et c'est ce genre d'évaluation qui sont importantes. C'est pour ça que l'INOCA et l'INOCA sont devenus très à la mode, parce qu'on voit que c'est un motif fréquent de douleurs thoraciques avec une coronographie. C'est la moitié de nos patients, avec des changements thérapeutiques qu'on ne peut pas savoir si on n'a pas fait les tests auparavant. Ça va ? Oui, super intéressant. Je ne sais pas si tout le monde pour synthétiser ton cas, c'était un très beau cas de pont intramyocardique associé à du spasme, à du vasospasme sur le trajet. Et donc, ça illustrait bien ce que tu disais sur la combinaison possible entre les atteintes coronaires. Donc là, tu avais à la fois le pont et à la fois le vasospasme, mais tu ne savais pas lequel était le plus gros coupable. Et donc, les bêta-bloquants. Sauf que là, le bêta-bloquant plus spasme, ça ne va pas du tout ensemble. Et du coup, tes tests t'ont fait dire qu'en fait, il y avait plus de vasospasme que de pont. Et du coup, ça t'a fait changer les bêta-bloquants pour des inhibiteurs calciques et trini-patch. C'est ça, en gros ? Voilà. Et vu qu'il y a le pont et qu'il y a la microcirculation, c'est un inhibiteur calcique bradycardisant. Donc, on va essayer de jouer sur la fréquence cardiaque aussi, mais pas avec la famille des bêta-bloquants parce que ça peut favoriser le spasme. Donc, c'est pour ça que cette évaluation, elle est importante. Il y a une question. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le pont myocardique, enfin une association entre pont myocardique et spasme coronaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rechercher systématiquement un spasme coronaire chez les gens chez qui on découvre un pont myocardique ? Non, pas connu. Ce qui est associé chez les spastiques le connu, c'est le tabagisme. Essentiellement, c'est ça. Mais dans les autres cas, moi j'ai vu un peu tous les autres cas de figure. Mais l'association pont myocardique, non. En revanche, pour résumer un petit peu les choses, c'est si vous avez une douleur thoracique avec un coroscanner, qu'il est pont ou pas pont, et que le patient est très plaintif sur cette douleur thoracique, je pense que c'est lucide d'aller explorer. Même si y a un côté, je peux comprendre, on n'a pas envie d'aller vers l'invasif, au final, mettre les traitements à la louche sont parfois aussi invasifs, voire plus invasifs, que de faire le test complet et de pouvoir traiter de façon ciblée. Par exemple, là, j'aurais mis sur bêta-bloquant, mais il a été empiré. Salut Julien, c'est Philippe. J'avais une question. Est-ce que tu as des patients qui ont des troubles microcirculatoires purs, donc avec un INOCA, et chez qui tu as une résistance au traitement médicamenteux ? Et ma deuxième question, c'est chez ces patients-là, éventuellement, est-ce que tu sais si ça a été évalué, les réductions du sinus coronaire ? Très bonne question. Oui. Donc, moi, j'en ai fait. J'en ai fait. On en a même fait un avec mesure de l'IMR avant-après. L'IMR était très élevé à 40. On a mis le réducteur du sinus. L'IMR de contrôle était à 20. Donc, et la patiente n'avait plus de symptômes. Donc, ça existe. Ce sont des populations où l'étude des populations est encore très peu connue. On s'est basé sur une étude qui a été faite en Israël, qui n'est pas encore terminée, mais ils ont publié leurs résultats préliminaires. Ils ont inclus 15 patients et chez ces 15 patients-là, il y a une nette amélioration de l'angor chez 80% de ces patients.
Donc, effectivement, ça pourrait, alors il faudrait beaucoup de guillemets tant que les études ne sont pas finies, mais ça pourrait être une thérapeutique de la microcirculation, une thérapeutique mécanique quand les patients échappent au traitement médical. En tout cas, nous, maintenant, on a commencé à le faire, oui. Je continue parce qu'on est à faux, mais il nous reste encore faux et faux. Donc voilà, livre fermé. Il y a un patient qui a cet arbre coronaire là. Tu peux parler bien près de ton micro, s'il te plaît, Julien? Oui. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Donc là, j'ai ce patient qui avait la soixantaine d'années, qui a un angor suspect. Il n'a pas de coronaropathie significative. Je vous ai mis les images figées parce qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça. J'ai fait le test à l'acétylcholine qui était négatif. J'ai fait le test de microcirculation qui était négatif. Et donc, du coup, ce patient-là, effectivement, je l'ai classé comme de type 4. Et ce patient-là, lui, on a été rechercher d'autres étiologies. Et finalement, il était assez rassuré par ces examens-là. Il a plus été reconsulté. Donc, il y a des patients aussi qu'on peut, et je pense que c'est aussi important de parler de ces patients-là qui ont ces endotypes-là, parce que ça évite de mettre sous bêta-bloquant un patient ou l'étiqueter toute sa vie pour quelque chose qu'il n'a pas. On peut avoir des périodes de douleur thoracique. Est-ce que c'est un épisode de péricardite ou de myocardite qu'on n'a pas détecté, mal détecté ou autre chose? Mais je pense que faut faire chasser believer de ces tests. J'en ai très peu de patients qui ont tout négatif, mais ça peut arriver. Un autre patient dont je vais vous montrer, qui est mon troisième cas, qui est un patient qui est de 67 ans. Il a tous les facteurs de risque, tabagisme actif, obésité, ça pareillé. La coronaropathie, malgré tous ces facteurs de risque, elle est quasiment inexistante. Il n'y a pas une discrète plaque sur l'IVA, j'ai pas grand-chose. L'IMR est très élevé, elle est à 41. Le test à l'acétylcholine était négatif. Donc là, c'est un patient qui avait un angor microcirculatoire pur. Et donc lui, j'ai traité avec un traitement drastique des facteurs de risque cardiovasculaire. On commençait à lui expliquer que les micro-vaisseaux se bouchaient, comme pour le diabète, comme au niveau de l'œil et comme au niveau des reins. Donc ce sont des choses qui permettent aussi un peu plus l'adhérence thérapeutique. Voilà. En conclusion, le message clé, moi je dirais, il est simple. C'est le bon diagnostic, le bon traitement et ça amène à une meilleure qualité de vie. Et je laisse le livre fermé parce que comme ça, on peut avoir le temps de générer toute la discussion que vous souhaitez. Merci beaucoup, Julien. J'ai hâte de partage, comme ça, je peux vous voir. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que Minoka Inoka, si j'interroge n'importe qui dans la pièce, est-ce que vous saurez synthétiser rapidement? Alors, Minoka, les internes. C'est quoi Minoka en un mot en français? Minoka, avec un M. Oui. Voilà. Et en pratico-pratique, comment on fait la différence entre les deux? Sur la tropo. Voilà. Et du coup, c'est une ischémie dans les deux authentiques. Dans le Inoka, il n'y a pas de tropo. Dans le Minoka, il y a de la tropo. Et du coup, on voit l'arbre diagnostique de Julien qui permet de distinguer les différentes causes. Est-ce qu'il y a des questions sur ces thèmes? Oui, là-bas, 2 questions. Moi, c'est pas vraiment une question, mais une remarque. Je trouve que ce concept, je suis cardiologue non invasive, vous l'avez compris, mais c'est un concept que je connais maintenant depuis 2 ans à peu près, et je trouve maintenant ça me rassure parce que j'avais des échos d'effort anormales, des patients symptomatiques, et le coronarographiste me répondait coronaire lisse. Et donc on était un peu embêtés, le patient et moi-même, pour ses symptômes, et moi pour mes résultats d'échographie d'effort qui étaient anormales. Donc je trouve que ce concept permet de mieux reclasser les patients. C'est très juste. Je me suis fait plein de copains avec ce protocole, notamment les échographistes et beaucoup les scintigraphistes, parce qu'on a beaucoup la scinti chez nous. Et donc, j'avais des fois des territoires qui étaient localisés ischémiques. Et donc, j'ai fait de la microcirculation dans tous les vaisseaux, parce que je ne comprenais pas. Et donc, dans ces cas-là, j'ai retrouvé souvent, en fait, par exemple, quand il y avait une ischémie inférieure, en fait, une IMR élevée au niveau de la coronaire droite.
et des humeurs normales dans les autres territoires. Et donc après, j'ai appelé le scintigraphiste et c'est là où il est devenu mon grand copain. C'est parce que je lui ai dit que c'était pas un faux négatif, un faux positif de sa scintille, c'était un faux négatif de ma coro et qu'il y avait bien une ischémie, mais c'était les micro-vaisseaux qu'on voyait pas. Et donc voilà. Donc oui, effectivement, ça rassure le débat. Il y a bien parfois des épreuves d'effort qui sont positives. C'est tout à fait logique. Ça rentre dans toutes les cases de syndrome X. Donc, on peut avoir des épreuves d'effort qui sont positives, tout scintille IRM. On peut avoir pas de coronauropathie et on peut vouloir pousser le diagnostic jusque-là. Après, ça dépend aussi de ce que vous comptez faire. C'est-à-dire qu'un patient qui est full de facteurs de risque et qui, de toute façon, doit être traité de façon assez importante sur la coronauropathie avec les statines et tout ça. Donc, on va y arriver à ce traitement-là. Mais il est toujours intéressant, par exemple, d'exclure le spasme. Parce qu'avec un petit peu d'inhibiteur calcique, on peut le soulager des douleurs à la poitrine, ce qui est quand même un impact. Il y avait une question là-bas. Peut-être ce sera la dernière parce qu'on commence à dépasser. Merci. Une petite question sur la valeur diagnostique des tests non invasifs de premier recours de l'ischémie myocardique dans la situation des patients qui ont une dysfonction microcirculatoire. Est-ce que leur sensibilité est suffisante, notamment par rapport à l'écho d'effort ou à la scintigraphie myocardique d'effort, pour orienter le patient, pour exclure le patient a priori non. En termes de diagnostic non invasif, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour l'atteinte microcirculatoire ? Est-ce qu'il y a un meilleur examen ? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, moyen de se passer des tests invasifs qui sont quand même pas toujours accessibles ? Voilà. Oui, c'est une très bonne question et malheureusement, il n'y en a pas. Pour faire simple. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun test sûr pour faire la microcirculation. Bon, ça c'est une chose, mais c'est surtout, je parle du spasme coronaire. Faire le spasme coronaire, une détection du spasme coronaire en soins intensifs avec une perfusion sans avoir accès au coronaire, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce qu'on peut avoir des occlusions du tronc et autres. Et donc il faut pouvoir mettre des dérivés nitrés tout de suite. Donc, ce qui est recommandé, et il n'y a pas de test non invasif qui existe pour éliminer le spasme coronaire, de faire une coronarographie. Donc, on est déjà, si vous voulez, bloqué là-dessus. Et on ne va pas faire un coroscan avec des agents vasoconstricteurs ou une IRM cardiaque. Voilà, ça n'existe pas. Donc, on est aussi, vu qu'on est obligé de faire ça, après, on va aller vers cette exploration de la microcirculation et je ne peux pas vraiment vous dire s'il y a un test qui est vraiment meilleur que l'autre parce que l'IRM cardiaque peut être intéressante, mais on ne va pas voir les coronaires comme dans le coroscanner. Donc au final, on va cumuler beaucoup d'examens. Et moi, en pratique, c'est vrai que je vois très peu de patients qui ont une douleur à la poitrine qui vont, si c'est ce motif-là de consultation, qu'il est vraiment gênant, échapper à une technique invasive un jour ou un autre. Donc, c'est juste à savoir quand et comment pour éviter justement des dérives. Des fois, on a des petites plaques qui sont stentées ou ce genre de choses. Donc, c'est ça qui est important, c'est cette évaluation diagnostique. En pratique, je suis tout à fait d'accord, c'est une procédure qui est longue, qui ne se fait pas facilement dans tous les centres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une coronarographie en ambulatoire. On rassure le patient sur tout le côté, ce n'est pas un infarctus, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et s'il est vraiment symptomatique, on leur propose, s'ils sont volontaires, une clinique INOCA. Donc ils reviennent en ambulatoire et on fait ces tests supplémentaires. Sachant que beaucoup de domaines de recherche en invasif, avec l'intelligence artificielle et autres, permettent de simplifier ces indices et de les avoir quasiment simplement avec deux images de coronarographie. Donc on va aller de plus en plus vers des explorations un peu moins invasives dans la coronarographie. Merci. Juste pour une dernière question, vous avez employé le mot engordé fort.
Et angor spastique, moi je suis un vieux de la vieille, on m'avait toujours dit que l'angor spastique c'était un angor spontané. Et donc quand j'ai entendu angor d'effort, je me suis dit c'est tout sauf un angor spastique. Alors en quoi je me trompe ? C'est exactement ça. Et moi, je me suis trompé de la même façon. Vieux de la vieille, je me sens endurci dans ce cas-là. Parce qu'il y a quelques années, quand je faisais ces topos-là, moi, je recommandais de faire, si c'était un angor de repos, acétylcholine, et si c'était un angor d'effort, microcirculation, en disant, si vous n'avez pas le temps de faire les deux combinés, faites l'un ou l'autre, parce que sinon, c'est pas gérable. Et puis après, on a vu ces recommandations qui disaient, c'est systématique, il faut le faire systématiquement. On a mis en place cette clinique Inoka, et je me suis astreint et contraint de faire les deux combinés. Et en faisant les deux combinés, j'ai eu ces surprises-là. À un moment, je pense que le message qui a été l'angor de Prince Metal, c'est le spasme, ça survient qu'au repos, a été dominé la pensée du cardiologue, qui est de dire si c'est un spasme, si c'est une douleur à l'effort, c'est pas du spasme. Et on a effectivement chez ce patient-là un angor d'effort, le premier patient qu'on a vu, et c'est vraiment un angor d'effort. Et des fois, c'est très difficile en interrogatoire de le savoir parce qu'on peut avoir du spasme au démarrage de l'effort, à l'arrêt de l'effort ou au repos. Et donc, dans l'interrogatoire aussi, on peut avoir aussi des petites variabilités. Mais moi, j'ai eu beaucoup de surprises en pratique depuis que je fais systématiquement tous les tests. Super. Un très grand merci, Julien. Merci.